L'administration Biden est une administration extrêmement idéologique et elle agit en fonction de paradigmes, je veux dire, qui consistent à considérer que, à force, en intégrant l'élément extrémiste, eh bien, on va contribuer à sa modération. Pour notre magazine d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous traitons aujourd'hui d'un dossier de fond qui concerne plusieurs théâtres d'opération dans notre région, à savoir les conséquences et les implications dans l'attitude de plusieurs pays et forces régionales de l'accentuation du retrait américain du Moyen-Orient, déjà amorcé, il faut le dire, depuis plus d'une décennie par les présidents Obama et Trump, et relancé de plus belle depuis 6 mois par l'administration démocrate du nouveau président Joe Biden. Alors, avec nous pour en parler en ligne à Jérusalem, Meir Masri. Meir, bonjour et shalom. Bonjour. Meir, après une thèse de doctorat à l'Université de Paris, 8 sur les relations entre Israël et les chrétiens du Liban, vous êtes donc docteur en géopolitique et maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient. Vous êtes aussi président du Middle East Pact, une ONG basée à Paris, œuvrant au rapprochement entre diplomates israéliens et ceux des pays du Moyen-Orient. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages et d'études sur les problèmes et les phénomènes marquants de la région et vous intervenez comme analyste de manière fréquente sur plusieurs sites et médias francophones israéliens. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ne pensez-vous pas qu'en vertu de sa conception consistant à vouloir à tout prix renouer le dialogue avec l'Iran notamment, et à responsabiliser, comme on le dit à Washington maintenant, le régime des mollahs de Téhéran, en renégociant avec eux une version révisée de l'accord de Vienne de juillet 2015 sur leur programme nucléaire, l'administration Biden, qui veut à tout prix, elle aussi, se dégager du Moyen-Orient, parce qu'elle a d'autres chats à fouetter, notamment contre la Chine et la Russie, dans d'autres régions du monde, commet sur cet épineux dossier iranien une très grave erreur qui risque de se retourner, y compris contre les intérêts américains eux-mêmes. Alors, moi, je ne sais pas si l'approche américaine quant au dossier iranien est liée à cette idée selon laquelle il faudrait se désengager du Moyen-Orient et s'occuper de la Chine, etc., etc. Mais effectivement, il y a là un problème épineux. Et le problème, il est avant tout un problème conceptuel. L'administration Biden est une administration extrêmement idéologique et elle agit en fonction de paradigmes, je veux dire, qui consistent à considérer que, à force, en intégrant l'élément extrémiste, eh bien, on va contribuer à sa modération. On a vu ce que ça a donné par le passé sous l'administration Obama. Il faut le dire aussi que sous l'administration Obama, soyons clairs, Israël était divisé quant à l'approche à adopter vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis du projet d'accord proposé par Barack Obama à l'époque. On se souvient que la France de François Hollande était beaucoup plus ferme. On se souvient qu'au Moyen-Orient, il y avait en revanche des pays qui étaient pour laisser une chance aux Américains, y compris en Israël. C'était le cas de l'opposition à l'époque travailliste, présidée par Yitzhak Herzog. Et on accusait l'autre camp de vouloir torpiller un accord qui serait bon et on pensait que c'était une opportunité pour geler le programme nucléaire iranien et permettre aux Iraniens de s'intégrer au sein de la communauté internationale et de limiter ses actions belliqueuses au Moyen-Orient. Eh bien, on a vu que c'est l'inverse qui s'est produit, que l'Iran ne s'est pas du tout intégré, qu'au contraire, l'expansion iranienne a repris de plus belle, que l'Iran s'est mis à implanter des missiles balistiques un peu partout au Moyen-Orient, à créer, à adopter des milices terroristes en Irak, au Yémen, en Syrie, à renforcer le Hezbollah, à lui envoyer des armes de plus en plus stratégiques. Et donc, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Quant au programme nucléaire qui est au cœur même de l'accord de Vienne de 2015, eh bien, il a été complètement bafoué par les Iraniens et il est faux, et je le souligne encore une fois sur votre antenne, il est faux de dire, parce que certains le prétendent avec beaucoup de conviction, que les Iraniens ont commencé à ne pas respecter l'accord une fois que les Américains se sont retirés sous l'administration Trump. C'est complètement faux. Les Iraniens n'ont pas respecté l'accord avant le retrait des Américains. Il y a une lettre qui a été envoyée par l'Agence internationale de l'énergie atomique au régime iranien avant le retrait des Américains, en leur signalant la découverte sur le sol iranien de matières radioactives, en demandant des informations sur ce sujet. Aucune réponse n'a été donnée à cette époque. Il y a la question de
l'uranium métallique, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, bref, et toute une série de dispositions qui étaient écrites, ces choses-là étaient écrites noir sur blanc dans l'accord de Vienne, n'ont pas été respectées par le régime iranien. Alors ne constatons pas, Meir, justement, pour aller dans votre sens, que depuis l'arrivée de Biden, il y a même une certaine aggravation par rapport à ces violations. Téhéran a ainsi accéléré ses préparatifs nucléaires et sa fabrication à haut niveau d'uranium enrichi, en passant l'uranium à 60%, ce qu'il avait officiellement jamais fait. Et ce, en parallèle, alors que les activités militaires iraniennes sont encore plus agressives dans toute la région, afin notamment d'étendre le contrôle de Téhéran sur deux zones aussi stratégiques et déterminantes que les routes maritimes du détroit d'Ormuz, au sortir de la mer Rouge, et vers l'océan Indien, donc, et aussi celle de Bab al-Mandeb, face aux côtes yéménites. On a affaire à un Iran qui agit les coups des franches en pensant qu'il aurait dans sa poche l'administration Biden. Oui, alors cela aussi s'ajoute, parce qu'en marge de la question nucléaire, il y a d'autres problèmes qui préoccupent notamment l'Arabie saoudite, à savoir la présence de miliciens soutenus par l'Iran, financés, entraînés par le régime iranien au Yémen, les Houthis. Et je vais donner un exemple extrêmement précis. Une des premières décisions de l'administration Biden a été de lever les Houthis de la liste des organisations terroristes des États-Unis. Le lendemain même, moins de 24 heures après la prise de cette décision, les Houthis ont lancé des missiles sur des agglomérations civiles saoudiennes à la frontière avec le Yémen. Donc, vous voyez, c'est ça en fait la réponse. Donc, pensez qu'en caressant le loup, vous allez éviter, je veux dire, c'est pas en caressant le loup qu'il ne vous mangera pas, comme dit le fameux adage. Donc, moi, je pense que l'approche est une mauvaise approche, que l'idée qui consiste à dire que l'élément extrémiste, en cherchant à l'intégrer dans le jeu, eh bien, il va se modérer. Ça a prouvé son échec, que ce soit avec le régime iranien en 2015, que ce soit avec des mouvements même politiques extrémistes au sein du monde arabe, avec les frères musulmans en Égypte, dans d'autres pays dans la région. Tous ceux qui ont cru dans cette hypothèse, à mon avis, se sont trompés. Au contraire, les sanctions contre les régimes iraniens ont payé. Les sanctions ont contribué à l'affaiblissement à un moment donné, vers la fin de l'administration Trump. Il y a eu des progrès qui ont été signalés quant à l'attitude des Iraniens dans la région, les missiles balistiques également qui ont été, la question des missiles qui a été abordée avec beaucoup de courage par Israël en coopération avec plusieurs pays de la région. Et les Russes ont été obligés de collaborer. La coordination avec les Russes a atteint son summum à ce moment-là entre Israël et la Russie sur le sol syrien. On se souvient de ces 200 missiles iraniens qui ont été bombardés par Israël ouvertement sur le sol syrien quelques heures avant un sommet Netanyahou-Poutine à Moscou. Et les Russes, bien qu'ayant par le passé averti et mis en garde Israël d'une action de cette nature, eh bien, on a vu qu'il n'y a eu aucune critique, au contraire, et qu'ils ont été complètement compréhensibles. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème d'approche, et c'est le principal problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au Moyen-Orient. Je ne dis pas en Israël, parce que les partenaires arabes d'Israël vivent exactement le même dilemme aujourd'hui. Absolument. Alors, j'allais vous demander... Il y a une véritable communauté régionale aujourd'hui qui a les mêmes intérêts, plus ou moins, en tout cas pour ce qui concerne la menace iranienne. Alors, justement, on est dans une situation tout de même assez nouvelle avec l'administration Biden, qui d'une certaine manière, bon ça c'est un point de théorie, poursuit le programme lancé par Obama d'un certain dégagement, retrait du Moyen-Orient, à la mesure où justement la promotion, après l'échec des frères musulmans en Égypte, qui était une première carte, il y a eu un switch, un retournement de situation dans l'état-major d'Obama, et on a misé beaucoup plus sur l'Iran, en essayant de la responsabiliser pour en fait permettre à ce pays d'assumer un rôle peut-être de gendarme régional. Alors dans ce contexte maintenant avec Biden, on assiste à quelque chose dont on a parlé dans un autre débat, mais le fait qu'un allié stratégique et diplomatique potentiel d'Israël aussi important que l'Arabie saoudite, vous en parliez tout à l'heure, l'Arabie saoudite, qui est un immense pays sunnite, vient de reprendre des négociations directes avec son ennemi juré qu'est l'Iran chiite. Alors dans ce contexte, ne pensez-vous pas que ces orientations de Biden
risque fort, par ricochet, d'isoler Israël. Surtout, vous y faisiez allusion, après les espoirs sans doute trop euphoriques soulevés par les fameux accords d'Abraham, passés maintenant presque un an par l'État hébreu avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, puis le Maroc. Est-ce que ce rapprochement irano-saoudien, qui est peut-être de pure forme, n'est pas le signe que les Saoudiens pensent à leurs intérêts et ne sont pas en train d'aller vers Israël, mais plutôt de trouver des solutions avec les Iraniens? Non, pas du tout. Moi, je pense que le rapprochement entre Israël et les pays du Golfe est un rapprochement structurel qui s'inscrit dans la durée, et j'y reviendrai. Mais avant toute chose, je veux dire qu'il n'y a aucun rapprochement irano-saoudien. Une négociation bilatérale avec le régime iranien, comme Israël peut négocier avec le Hamas. Mais je veux dire, l'opposition est tellement flagrante et tellement ancrée historiquement qu'on ne peut pas du tout envisager un quelconque rapprochement entre ces deux puissances, que je n'appellerais pas d'ailleurs puissance sunnite et puissance chiite, parce que le problème ne vient pas de là. Le problème ne vient pas que du fait que l'Arabie saoudite soit sunnite et que l'Iran soit chiite, mais que l'Iran soit... le problème. Si l'Iran est un pays sunnite et qu'il y avait un régime de la même nature, eh bien le problème aurait été strictement le même. L'Iran sous le Shah était un allié de l'Arabie saoudite. Et le Shah était-il sunnite? L'Iran du Shah était un pays chiite, garant des communautés chiites dans la région. C'était inscrit dans la constitution iranienne, ce qui déplaît. Mais soit l'Iran restait un pays ami, allié à l'Arabie saoudite, avait des relations privilégiées avec Israël également, avec l'Égypte de Sadat par la suite, et donc il était complètement inscrit dans le camp pro-occidental. Le problème ne vient pas du tout de là en réalité. Il n'y a pas de conflit sunnite chiite au Moyen-Orient. Les principaux alliés d'Israël dans la région sont en partie chiites. Le principal pays ami, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un pays chiite, est allié avec Israël, est un pays allié des États-Unis. L'opposition iranienne à l'étranger, nos amis qui nous soutiennent, et on reçoit, le gouvernement israélien a d'ailleurs reçu des messages de soutien, de solidarité de la part d'éléments de l'opposition iranienne à l'étranger. C'est tous des chiites. Donc il n'y a pas de problème avec les chiites. Le problème est avec ce régime qui est un régime terroriste. S'agissant du rapprochement entre Israël et les pays du Golfe, est-ce que ça va durer une fois que, compte tenu du changement d'administration aux États-Unis, sachant que l'administration Trump avait quand même mis tout son poids dans la balance pour favoriser la réussite de ces accords? Mais moi, je dirais qu'il y a un processus qui est déjà enclenché et il sera très difficile de retourner en arrière. Alors effectivement, il se peut qu'à l'avenir, des tensions aboutissent peut-être à un affaiblissement des relations entre Israël et le Soudan, peut-être que le Maroc peut revenir en arrière, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'un tabou a été brisé. La relation israélo-arabe n'est plus aujourd'hui un tabou, et je dirais même arabo-islamique, puisque de plus en plus de nations musulmanes aujourd'hui se rapprochent d'Israël. On a vu des initiatives venant d'Indonésie, du Pakistan, plusieurs pays dans le monde musulman, des nations africaines également, à majorité musulmane, certains veulent avoir des relations avec Israël, d'autres même comme le Kosovo ont décidé qu'ils allaient transférer leurs ambassades de Tel Aviv à Jérusalem. Donc je pense qu'il y a un processus qui est en marche, et ce processus-là, il n'est pas uniquement le fruit des pressions de Donald Trump, mais ce qui est plutôt des encouragements et pas des pressions, mais d'une volonté politique. Il y a une volonté politique aujourd'hui de la part de ces pays qui se comportent comme des États dans une région où le véritable conflit qui divise et traverse le Moyen-Orient n'est pas entre sunnites et chiites, comme je viens de l'indiquer, n'est pas entre camps arabes modérés et axes de la résistance, comme ils se font appeler parfois, mais entre les États et les non-États. Les États qui obéissent à des impératifs sécuritaires, qui comprennent ce que c'est que la souveraineté, que les frontières, que le respect des souverainetés étatiques et de la légalité, et d'autre part, des entités idéologiques comme le régime iranien, qui obéissent à des idéologies transnationales, islamistes. C'est le cas également pour le Qatar avec les frères musulmans. C'est le cas du régime de Bachar el-Assad avec le panarabisme baathiste également, qui ne reconnaît pas de frontières, qui est expansionniste et qui, dans son idéologie fondatrice, cherche à supprimer les frontières issues de Sykes-Picot, disent-ils. Je conteste complètement ces prétentions, et vouloir s'étendre au détriment de ses voisins. Okay. Donc, entre les États et les non-États, contre les non-États, une communauté d'États aujourd'hui est en train de se constituer au Moyen-Orient avec le concours d'Israël
qui participe grandement à cette aventure et soutenu par les États-Unis. Alors effectivement, un peu moins par Biden que par Trump, mais le processus est déjà enclenché. Il sera extrêmement difficile de le stopper. Mais alors justement, mis à part le dossier iranien, ne pensez-vous pas aussi que c'est bel et bien le départ de Trump de la Maison-Blanche et l'arrivée de Biden, avec sa dangereuse politique, qui fut celle d'ailleurs d'Obama, mais encore peut-être plus accentuée de politique que j'appellerais multilatéraliste et pacifiste, consistant à dialoguer de manière systématique avec les régimes pourtant ennemis de la démocratie, qui ont fait monter les tensions ces dernières semaines, ces derniers mois dans les zones les plus sensibles de la région. Je pense surtout à ce qui tombe sous le sens, c'est le serpent de mer de la question palestinienne, qui, dès l'entrée en fonction de Biden, est revenu à toute allure au premier plan de la scène régionale, et ce jusqu'à la dernière offensive très agressive du Hamas contre Jérusalem et sur les villes du centre du pays, et ce alors que l'administration Trump, on s'en souvient, avait beaucoup relativisé et incorporé la question palestinienne dans le dossier, ce fameux dossier, dans son fameux plan de paix du siècle. Cette initiative dont en fait plus personne ne parle aujourd'hui. Donc les Palestiniens sont très heureux de ce qui s'est passé à Washington. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et dire que Biden conteste les initiatives qui avaient été prises par l'administration sortante, mais en même temps, elle ne présente pas d'alternative. Quelle est l'alternative par exemple, vous n'avez pas parlé du deal du siècle, du plan de paix américain. Quelle est l'alternative à ce plan de paix? Y a-t-il aujourd'hui quel est le projet de Biden, par exemple, pour trouver une issue au problème de la bande de Gaza? Ou envisage-t-il que le Hamas reste implanté dans la bande de Gaza et se constitue en émirat et que cette situation perdure? Quelles sont les alternatives? Lorsque, par exemple, il va vouloir réouvrir le bureau de l'OLP à Washington, est-ce qu'il a réglé les problèmes à cause desquels son bureau a été fermé à Washington? Le rôle que joue l'OLP dans le soutien fait au terrorisme, la dictature qui est en place à Ramallah, la corruption, l'usage des fonds internationaux. Vous savez, je veux dire une chose. J'étais invité la semaine dernière sur une chaîne kurde qui s'appelle Roudaou TV, qui est basée à Erbil, dans le nord de l'Irak, Kurdistan irakien. Et j'étais invité avec un responsable, un parlementaire kurde, donc du Parlement régional du Kurdistan irakien. Et puis, je lui ai dit, mais vous savez, parce qu'eux, ils ont réussi à construire un quasi-État au Kurdistan irakien, sans aide internationale, sans UNRWA, sans les fonds qu'ont obtenus les Palestiniens durant des décennies. Je lui ai dit, mais si les Palestiniens s'étaient comportés comme vous, je veux dire, il n'y aurait pas du tout. Ils auraient eu un véritable État il y a très longtemps. Il m'a dit oui, effectivement, vous avez raison. Alors, on a aussi constaté dans cette manière que une série de pays du monde arabe de la région ont relevé la tête aussi ces derniers mois, notamment en Jordanie. On n'a pas le temps d'en parler, mais au Liban pour des causes spécifiques qui se montrent maintenant. Le Liban qui se montre bien plus exigeant au niveau frontalier avec Israël, frontière maritime. Je voudrais poser une dernière question et vous allez me répondre très brièvement. Il nous reste une demi-minute. Vous ne pensez pas que cette dynamique tout de même de retrait américain accentué avec l'arrivée de Biden, ou de désengagement, je dirais, américain, va avoir pour résultat une triste réalité, une triste évidence qui veut déjà que les super-pouvoirs au Moyen-Orient seront désormais la Russie, la Chine et l'Iran, qui est en train, évidemment, comme vous le disiez, de consolider son influence en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen et ailleurs. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va à l'encontre, y compris non seulement des intérêts israéliens, mais des intérêts américains eux-mêmes. Non, moi je ne pense pas du tout. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il y aurait un retrait américain. Il n'y a pas du tout de retrait américain du Moyen-Orient. Il y a peut-être un allègement du dispositif militaire dans plusieurs pays, mais ce n'est pas un retrait de la région. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas d'autres nations capables, d'autres puissances étrangères capables de rivaliser avec les Américains au Moyen-Orient. Les Américains sont la principale puissance étrangère présente dans la région. Ils ont 68 ou 69 bases militaires, si je ne m'abuse, tandis que les Russes n'en ont que 2. Et aucune autre puissance non moyen-orientale ne dispose de bases militaires dans la région. Si on prend le cas précis de l'Iran, par exemple, l'Iran a 15 voisins terrestres et maritimes, 15 pays avec lesquels
l'Iran dispose de frontières terrestres et maritimes. Parmi ces 15 pays, 14 ce sont des pays qui entretiennent des accords militaires spéciaux avec les Américains, soit défense commune, soit OTAN comme la Turquie, soit base militaire comme les pays du Golfe. Donc à partir de là, moi je pense que non. Les Américains sont durablement implantés au Moyen-Orient. Leurs intérêts au Moyen-Orient sont des intérêts vitaux. Et donc je ne me fais pas de soucis par rapport à ce problème-là. La question n'est pas de savoir si les Américains se retirent ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'attitude générale, l'approche stratégique des États-Unis quant à plusieurs acteurs au Moyen-Orient, notamment le régime iranien. C'est ça en vérité le véritable problème. Alors, peut-être qu'on désaccord qui existe entre les États-Unis c'est ça. Et une partie de leur On va reprendre ce débat, Meir, parce que peut-être que je serai en divergence avec vous dans la mesure où on a parlé des engagements américains par rapport au fait que le Moyen-Orient n'est plus maintenant une région indispensable au niveau énergétique pour les Américains grâce au pétrole schisteux qui d'ailleurs est moins polluant et coûte moins cher qu'avant, et que c'est finalement le rôle de réserve d'énergie, y compris vis-à-vis de l'Occident et surtout des États-Unis du Moyen-Orient, a tendance à se modifier. C'est un facteur sur le long terme et qui pourrait être l'objet d'un nouveau débat avec vous, parce que ça, c'est un sujet en soi. En tout cas, je vous remercie pour vos remarques qui ont en fait quelque part pris mon angle à revers, et c'est ça l'intérêt d'un débat. Je vous remercie, Meir, et merci pour le temps que vous nous avez accordé, et merci aux auditeurs. À la semaine prochaine.